Bon, allez, on va continuer du coup. C'est pas grave, on va faire abstraction pour cette fois-ci. Ouais. C'est les aléas du direct. Mhm. Un bug est survenu. Donc Adam, vas-y. À toi d'inaugurer le troisième sujet. Alors, on avait eu une conversation avec d'autres personnes durant les dernières semaines, et en fait, c'est le terme d'inflation qui était en lui-même déjà, l'inflation et ses mécaniques étaient mal compris. Donc, on avait pensé faire cette partie-là pour pouvoir vous présenter rapidement les mécanismes de l'inflation, comment ils fonctionnent, et aussi euh, la façon dont le gouvernement, à la fois en essayant de lutter contre l'inflation, y contribue. Ben, j'y mettrai même sa pleine responsabilité. Oui. Au vu de la définition qu'on va vous présenter maintenant, Mhm. euh, l'État a au moins la responsabilité de 3 des 4 causes qui justifient une inflation. Mhm. Donc, allons-y. Toutefois, on va parler sur le domaine européen. Oui. Parce que c'est justement le problème européen qui découle après sur L'acheter la en France. France. Donc, Et n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Nous, on les relira pour être sûr qu'ils soient présents dans le live. Et ensuite dans l'enregistrement. voilà. Non, il y a un souci. Hein. Bon, c'est bon. D'accord. Donc, définition de l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation se caractérise sur une augmentation persistante de la moyenne des prix des biens et des services, indépendamment des variations sectorielles sur l'ensemble du spectre économique et sur plusieurs trimestres consécutifs. Donc, pour définir une inflation, il faut au moins 2 bilans négatifs sur les trimestres. Mhm. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça s'étend dans le temps. Elle se traduit donc par une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas vraiment, c'est les termes sont exacts, mais c'est la valeur de votre monnaie qui est dépréciée. C'est pas les prix qui augmentent, Mhm. c'est votre monnaie qui vaut moins sur le marché. Oui. Par rapport au produit qui lui conserve sa valeur, c'est votre argent qui a de moins en moins de valeur, donc vous devez en mettre plus sur la table. C'est très important aussi. Mhm. Inflation, cause et conséquences. L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs économiques, structurels ou sociaux. Parmi les raisons qui peuvent expliquer au moins en partie la hausse des prix, on trouve ainsi l'augmentation de la demande. Si la demande de biens, de services augmente plus rapidement que l'offre, les prix augmenteront en conséquence. Cela peut se produire lorsque la confiance des consommateurs et des entreprises est élevée, lorsque les dépenses publiques augmentent ou lorsque les taux d'intérêt sont bas, ce qui encourage les emprunts et les dépenses. Traduction, l'easy money, Mhm. ou argent hélicoptère, c'est-à-dire que on va faire des méga emprunts à des taux qui sont à zéro, voire négatifs. Certains trimestres, l'État français, en empruntant sur ces 20 dernières années, Mhm. pouvait même gagner de l'argent en empruntant. Comme les taux étaient négatifs, donc forcément, en empruntant, il gagnait de l'argent. Sauf que ça favorise l'inflation. Mhm. En fait, il faut plusieurs éléments pour pouvoir la définir, l'inflation. Celle-là en fait partie, mais c'est plusieurs facteurs successifs qui vont amener l'inflation. L'augmentation des coûts de production. Si les coûts de production augmentent pour les entreprises, elles peuvent être amenées à augmenter leurs prix pour maintenir leur marge bénéficiaire. Les coûts de production peuvent augmenter en raison de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, des matières premières, de l'énergie ou des taxes. Là, on en vient au fameux plan d'électricité du marché commun de l'électricité européen. Enfin, Mhm. je sais plus comment ça s'appelle, enfin, le terme exact, qui avait été mis en place justement par Macron. Il s'agit sûrement d'une coïncidence. Macron, avec que de bonnes intentions, il a fait ça. Sauf que, ce qu'on peut remarquer, c'est que ils ont décidé d'établir le prix de l'énergie, Mhm. enfin de l'électricité, le corréler sur le prix du gaz. Oui. Sauf qu'actuellement, comme on le sait, il y a la guerre en Ukraine. Au lieu d'avoir un circuit direct comme on avait avant avec le gaz passant directement par le fournisseur qui était Vladimir Poutine, aujourd'hui des circuits longs sont mis en place et les gens se prennent de l'argent au passage. Des Notamment pour le intermédiaires. gaz, il y a le Kazakhstan.
Pour le pétrole, on passe par l'Inde. Et là, on est en train de mettre en place de l'importation de gaz de schiste en provenance des États-Unis. Sachant que l'Union européenne interdit formellement sur le territoire européen d'exploiter le gaz de schiste. On en a sur le territoire, mais on n'a pas le droit d'exploiter. Les deux plus grands Mais gisements. par contre, on a le droit de l'importer d'un pays qui l'exploite. C'est de la non-pollution sur le territoire. Mais il y a une double erreur donc. Le gaz qui a été multiplié par le prix a été multiplié par les intermédiaires qu'on a fait intervenir, et en même temps, le prix de l'électricité doit être corrélé sur celui du gaz. Sachant que les frais de fonctionnement de l'électricité n'ont pas changé, Oui. et qu'on est sur un choc gazier, donc en fait, on dévalue la monnaie. Donc les prix de l'énergie augmentent, de facto, et donc forcément, ben, l'économie, c'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée. Donc forcément, comme on a besoin d'énergie pour faire marcher l'économie, on crée l'inflation. En l'occurrence, dans le cas actuel de l'inflation qu'on connaît actuellement, c'est le cas. Il y a eu au début de l'euro aussi un autre cas d'inflation à l'entrée, qui était justement à l'introduction de la monnaie commune, ou dans la monnaie unique, l'introduction de la monnaie unique, où on a décidé de faire en sorte que l'euro soit basé sur le Deutsche Mark. Oui. Et des économies du Sud, telles que la France, l'Italie, l'Espagne, ont pris une sacrée saucisse à ce moment-là, puisqu'en fait, le Deutsche Mark n'était pas au même niveau que le franc. Et puis, les Allemands ont une économie qui est basée sur l'exportation, tandis que les pays d'Europe du Sud sont surtout du service, puisqu'ils ont tout désindustrialisé dans les années précédentes. Donc, on est sur du service, donc en fait, on n'est pas du tout sur le... On danse pas la même danse, en fait. Voilà, on danse pas la même danse, donc forcément, ça crée une fracture dans l'économie, et ça crée l'inflation. On essaie d'harmoniser la monnaie entre, par exemple, des pays qui sont basés sur l'industrie et ceux sur le service, par exemple le tourisme. Alors forcément, il y a un petit crash entre temps. Enfin, inflation. Donc, on avait lu la deuxième partie. Oui, la dépréciation de la monnaie. Si la valeur de la monnaie d'un pays diminue par rapport à celle des autres devises, les importations deviendront plus chères, ce qui peut entraîner une augmentation des prix. C'était le truc magique que devait empêcher l'euro. Étant donné que c'était la monnaie unique pour tous les pays, il ne devait pas y avoir cette potentialité d'inflation. L'augmentation de la masse monétaire en circulation. Si la quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement que la croissance économique, cela peut entraîner une augmentation des prix. Cela peut se produire lorsque les banques centrales impriment de l'argent pour financer des déficits budgétaires, des programmes de relance ou des guerres. Bon, je crois qu'on est dedans. La fameuse planche à billets des cours de géo. Et puis bon, on a la guerre. Mais bon, on a tendance un peu tout le temps de dire la guerre. Parce qu'en fait, c'est loin. C'est loin par rapport aux responsabilités de l'État dans lequel elle est impliquée sur toutes les raisons précédentes qu'on vient de d'énumérer. Ouais. C'est comme dire c'est toujours la faute du voisin. Les facteurs externes, les événements internationaux tels que les guerres, les sanctions économiques, les catastrophes naturelles ou des fluctuations des prix des matières premières peuvent également entraîner des hausses de prix. Par exemple, une sécheresse qui réduit la production agricole peut entraîner une augmentation des prix des aliments. Tu vois, bizarrement, on a aussi fait tout un tatouin pour aussi mettre aussi la sécheresse. Oui, les catastrophes naturelles récentes. Voilà, les incendies, les sécheresses. Rappelle-toi le problème d'importation de graines de moutarde en provenance du Canada parce que les récoltes n'avaient pas été florissantes. Mais on oublie très souvent de rappeler tous les éléments précédents qui sont en fait peut-être pires que... Disons que s'il y aurait un problème de sécheresse, on rentrerait pas forcément dans un cas inflationniste. Il faut qu'elle soit généralisée à très très grande échelle dans notre économie pour que ça puisse à ce point influencer la valeur de l'argent. Et là, c'est clairement quelque chose de plus gros. Sans vouloir nier le fait que ce sont des événements catastrophiques. Donc voilà. Voilà pour la définition de l'inflation et ses causes telles qu'elles sont définies
par la définition même de l'inflation. Voilà. Donc maintenant, on va arriver sur quelque chose qui est la dette publique. La dette publique, c'est l'endettement que les États peuvent faire. En l'occurrence, la dette publique correspond à l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. La dette publique évolue constamment au rythme des remboursements d'emprunts effectués par l'État et les administrations publiques et des nouveaux emprunts qu'ils contractent pour financer leur déficit. On prête toujours à l'État parce qu'on est sûr qu'il remboursera. C'est pour ça que l'État peut se permettre d'emprunter autant qu'il veut. Sauf que c'est valable quand une nation détient sa propre dette publique. Et quand ce sont des étrangers qui détiennent la dette publique, là, ça devient beaucoup plus problématique. Ouais, ce serait totalement irresponsable de faire ça. Tu penses? Oui, forcément. Personne ne se rabaisserait à ça. Bon, on va essayer de voir ce que la France, elle a fait après. Ici, on peut voir, par exemple, la répartition de la dette par administration publique. Rien que les dépenses de l'État, au 4e trimestre 2022, est de 80%. L'État n'est pas très partageur sur ce camembert. Mais en contrepartie, l'administration de la sécurité sociale, on nous parle du fameux trou de la sécu, qui représente que 9,2%. Le fameux chiffon rouge Oui. est utilisé pour... L'exubérance des Français, c'est comme ça qu'on peut le voir. La sécurité sociale. C'est ça qui nous coule, ça se voit, regarde, il y a tellement de violets, il prend presque un dixième, non même pas un dixième. prend 9,2%. À la fin du 4e trimestre 2022, la dette publique s'établit à 2 950,1 milliards d'euros. Comme le montre le graphique ci-dessus, 80% de la dette publique provient de l'État. Donc, ce serait quand même bien à un moment que l'État on ait une explication précise des dépenses de l'État quand même. Ça serait, au bout d'un moment, les Français ont quand même le droit de regard. Non, mais c'est comme un week-end à Vegas, tu regardes pas les dépenses, tu claques. Alors, mesurer l'endettement public. Pour mesurer la dette publique, on rapporte un produit. Donc, voilà. Dette au sens de Maastricht des administrations publiques. Voilà. C'est les pourcentages du PIB. Donc, au-dessus de 100%, c'est plus que le PIB. En dessous, c'est contenu à l'intérieur. Sachant que l'Europe préconise un taux d'endettement autour des 60%. C'est ce qu'ils préconisent aux États. Ils estiment qu'un État sérieux doit être autour de 60% d'endettement. Si on commence à rire, on finira jamais. Bref, la France avait, c'est un petit peu l'image, dans les années 95 encore, un PIB en dessous de 60%, enfin une dette en dessous du 60% du PIB. Et ça a duré presque 10 ans comme ça. Après, on commence à voir l'arrivée de Sarkozy, 2007. Ça a un petit peu augmenté, on passe sur la barre des 80, 90 et il se stabilise. Donc sous Sarkozy, Hollande, en fait, l'augmentation, Macron, en fait, ce qu'on peut regarder chronologiquement, Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Et là, ce n'est que les estimations en 2022. Je sais de sources sûres que ça va encore augmenter. On peut voir que Macron a fait plus de dettes que pratiquement tous les présidents de la République. Oui. Français, en un quinquennat. Ah, t'es sûr, l'augmentation sous Sarkozy de 60 à 80, c'est 20%. Oui, et là de 100 à 120. En 2017. Oui, mais il a encore monté. Hein. Ah, oui, j'oublie c'est sûr. En tout cas, toutefois, entre Chirac, Sarkozy et Hollande, là au moins on sera d'accord. Ah oui, qui détient la dette publique? Pas vraiment l'État.
Détention de la dette de l'État français. Décembre 2022. Donc, des Français, il y en a. Il y a 28% de Français qui détiennent directement cette dette. Ensuite, tu as des établissements de crédit français. Donc, les banques, Oui. les compagnies d'assurance Ben, on prend l'argent là où il est. et Et- des non-résidents français. Et à plus de 50%, tu vois. À plus de 50%. Ils sont Ils sont actionnaires actionnaires majoritaires. On essaye de rigoler, mais la situation, en fait, est plutôt catastrophique. Oui, totalement. Euh, Là, clairement, on est dans un état Mhm. en faillite. Oui, oui. Et tout le monde devrait être au courant. Tout le monde devrait être au courant. Donc, le taux d'endettement des agents non financiers. On a un petit comparatif ici. Mhm. Parce que chaque pays a sa dette et elle évolue en fonction. Et on. Par exemple, les Japonais, ça pose moins de problèmes. Mhm. Ils ont certes un déficit Plus important. plus important. C'est un déficit très important, mais la dette japonaise est détenue par les Japonais. Mhm. Donc, ça pose beaucoup moins de problèmes. Oui. La dette est intra-japonaise, en fait. Voilà. Ils sont encore leurs propres actionnaires. Là où nous, on dépense plus qu'on ne rapporte dans l'État, Mhm. et cette dette est détenue par des étrangers. Donc, s'ils nous demandent du jour au lendemain de passer à la caisse, Mhm. là, je sais pas du tout comment ça va se passer la situation. Du chaos, certainement, du chaos. Bah oui, tellement. Si l'État n'est quelque chose à la. Je vois que le temps et Mossad a posé une question. Il dit ça a commencé à dégringoler après Chirac. Enfin, il y a toujours la dette a toujours augmenté. Elle n'a pas. Un instant. Revenons rapidement sur l'ancien doc. Voilà. Sous Chirac, c'était assez stable en fait. Mais ça augmentait légèrement à chaque fois. Voilà. Revenons à ce comparatif entre États. Tu vois, regarde. Là, on n'est pas du tout pareil. Là, tu vois, par rapport, là, il disait 112. Là, on a 146% la France. Ah oui. C'est. Alors oui, oui. Ça se confirme. Premier- Mais attends, mais c'est la même année. Pourquoi est-ce que les chiffres là-bas étaient plus bas? Quatrième trimestre 2022, 111. Et là maintenant, quand on regarde sur celui-là, quatrième trimestre 2022, 146. Bah non, en fait non, c'est vrai. Là, c'était la dette publique avant. Et là, c'est la dette des agents non financiers privés. Ah, d'accord. L'honneur est. Donc là, c'est la dette des privés. Donc ça sent la rafle aussi sur les obligations d'État, là, par contre. Mhm. Pensez à votre épargne, sortez-le. Donc, découvrez la spectaculaire remontée des taux constatée en un an. Donc, là, on va revenir à ce qu'on disait précédemment. Ça se passait très bien tant que tu peux voir, regarde, on a eu en 2020 Mhm. des taux qui étaient inférieurs. C'est-à-dire que tu pouvais emprunter, tu gagnais de l'argent. Oui. Sauf que aujourd'hui, on a un taux d'endettement à 146% du côté des non-résidents. Oui. Et que les taux d'intérêt augmentent par les taux directeurs qui ont été mis en place Mhm. Par la Banque par la centrale Banque centrale européenne, la BCE. On peut voir que on a le taux, on a l'inflation annuelle et le taux repo. Le taux repo en question, c'est le taux qui est régularisé par la Banque centrale. Mhm. On voit que là, on attend 4,25%, alors qu'on était à 0%. Ce qui fait que là, sur les 111%, Mhm. on va payer 4,5% d'intérêt. Qui va passer directement en dehors de la France. 4,25% d'intérêt, voilà. Qui va venir creuser à une vitesse phénoménale. Mhm.
le trou, en fait. La tombe. À La ce moment-là, c'est tombe. plus un trou, c'est une tombe. Donc là, c'était le 12 juillet 2023, donc la nouvelle est fraîche. Les faillites d'entreprises s'envolent de 35% au deuxième trimestre. Donc là, on est en train de rentrer dans la phase où vraiment, après l'inflation, les fermetures d'entreprises et après le chômage de masse. Généralement, dans une inflation, c'est courant. C'est souvent le mécanisme. Le mécanisme, c'est comme ça, c'est que si on prend sur soi que l'inflation augmente, en d'habitude, le chômage, les gens conservent leur emploi. Si on bloque l'inflation, on augmente le chômage. C'est censé être cet équilibre-là. Mais là, il y a à la fois l'inflation qui s'envole et les entreprises faisant faillite, il y a le chômage qui va revenir aussi. Voilà. Immobilier inquiétant de progression des loyers impayés en France. C'est très récent, ça a été mis à jour, regarde aujourd'hui, 20 septembre 2023. Les impayés se multiplient chez les locataires français. Et ça, c'est normal, puisque les dépenses contraintes des Français ont augmenté. Leur énergie a augmenté. On l'a précisé précédemment. Forcément aussi, la nourriture augmente, puisque les frais d'usine augmentent, parce que l'énergie coûte plus cher. Donc forcément, ils ont une double sanction aussi par rapport à ça. Et donc, en fait, il faut savoir que les dépenses contraintes, généralement, c'est le logement, le déplacement et la nourriture. Et dans les trois cas, ça a augmenté, ça explose. Dans les trois cas, c'est impacté sur la population. Ouais. Ce sont des dépenses que l'on ne peut pas ne pas faire. Pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre, c'est... on ne peut pas les contraindre, enfin, elles sont pas... c'est l'énergie vitale. Voilà. On ne peut pas s'en priver. Pour exister, il faut continuer à se nourrir, il faut pouvoir se chauffer, pouvoir se rendre à son lieu de travail, où que ce soit. Les locataires français n'ont jamais eu autant de difficultés à payer leur loyer à temps. Selon les derniers chiffres dévoilés par l'agence immobilière en ligne Immo Direct, la part des dossiers nécessite des relances pour impayés en moyenne a été multipliée par 3 en l'espace de 3 ans. Un locataire sur 4 relancé chaque mois. Donc ça fait quand même 25% de la population française quand même, qui est touchée. La population des locataires. Oui, mais... Oui. Après, t'inquiète, il y a le nouveau plan Macron qui va arriver. T'inquiète pas, les propriétaires aussi vont avoir aussi leur petit lot de bonheur. Ça arrive pour eux. C'est quelque chose, oui. La hausse des petits impayés est la plus frappante. En Ile-de-France, et relance à J+5, qui ne représente que 5,22. Les loyers ont augmenté plus vite que le niveau de vie. Ça, c'est le problème parce que l'immobilier est aussi une bulle spéculative. Actuellement, le marché est complètement dérégulé. Je crois que le marché, il a pris 30%. D'une manière très rapide, enfin déraisonnée, donc forcément, faut s'attendre à un crash de l'immobilier. Enfin, le crash de l'immobilier, il va arriver. Sous l'inflation, la maison, chacune des briques conserve sa valeur. La maison en elle-même conserve sa valeur. Mais comme l'argent a perdu de la valeur, il faut plus d'argent pour payer la même maison. Ou quand vous vendrez la maison, vous aurez plus d'argent. Voilà. Alors, et puis le problème immobilier qui arrive aussi, ce que je te disais, c'est que du fait qu'ils ont monté les fameux taux directeurs que je t'ai annoncé tout à l'heure, à 4,25, ça exclut une grosse partie des Français au crédit. Donc le marché immobilier est sous tension. Donc l'accès à la propriété est maintenant beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour la plupart des ménages français. Ainsi, selon nos calculs, 220 000 ménages sont ainsi exclus du marché cette année. Près de 60 000 dossiers n'auraient pas été finançables car dépassant les taux d'usure. Près de 160 000 dossiers n'auraient pas été finançables en l'état car dépassant le taux d'endettement maximum de 35%. Les ménages modestes principalement concernés. Donc là, on a un petit graphique un peu représentatif pour les personnes qui ont des revenus inférieurs à 3 000 euros. Ce qui correspond à peu près à, il me semble, 60% de la masse salariale française. Oui. On parle de foyers qui ont des revenus. Donc, de smicards, donc pour moi c'est ça, hein, 60% des Français sont smicards, donc on est dans le barème. C'est ça. Donc ça touche en réalité 60% de Français. Donc 30% d'évictions. Donc ça veut dire qu'un tiers est concerné. Ouais. Donc 20% des smicards français commencent à être exclus de l'accès à la propriété. De l'accès à la propriété.
Donc 40% qui sont des primo-accédants. Donc ça veut dire primo-accédants, ça signifie que c'est leur premier bien immobilier. Mhm. Enfin, c'est leur premier crédit, les primo-accédants. 43% sont situés hors Île-de-France. Donc on voit que c'est un phénomène qui touche beaucoup plus la province. Mhm. Et pour les revenus supérieurs à 5 000 euros, il y a 13% d'évictions, dont 10% de primo-accédants. Sauf que ça correspond à peu près à 20% de la population. Euh, ouais, on est à peu près à 33% de la population en France qui est exclue, quoi. Oui. Ouais, au sein des 30% de ménages, ouais, donc ouais, c'est ça, 33%, je dirais. Mhm. Au-dessus, c'est dit, c'est mentionné au sein de 30% des ménages exclus parmi ceux. Voilà. Donc, ma logique est bonne. Donc, on a différents types de profils. La femme célibataire de 29 ans, exclue en raison du taux d'usure. Le couple de 43-44 ans, qui touche 4 000 par mois, exclu en raison du taux d'usure. L'homme célibataire de 29 ans, touchant 4 000 par mois, investissement locatif, exclu en raison du taux d'endettement. Et Ça on va. voit que pareil, c'est des provinciaux, Meurthe-et-Moselle, Essonne et Oise. Voilà pour la partie. Le prix, alors, le prix de l'électricité. Donc, en fait, il y aurait vraiment une solution qui pourrait être apportée vraiment clairement par le gouvernement. Gouvernement français, c'est On une a vu solution. hier, par exemple, Elisabeth Borne, Mhm. qui nous a fait un grand plan pauvreté par rapport à l'inflation. Donc, on revient sur l'histoire des tartines de confiture de, de Bernard Tapie. Donc, le plan pauvreté, c'est euh, isoler les maisons et, et donner des petits déjeuners à l'école. Des actes très concrets, en fait. Des actes très concrets, qui me paraît un peu futile. Pour moi, la seule solution qu'il y a à faire actuellement, l'urgence immédiate, c'est de sortir du marché global d'électricité. Mhm. Parce que ça, il faut savoir, la France, elle a le parc électrique nucléaire. La France produit son énergie électrique et l'exporte. Mais elle n'a pas le droit de fixer les prix par elle-même Du fait de cette mesure de plan d'énergie à cause européen. du plan d'énergie européen qui dit que l'énergie, même produite par les Français à un coût assez Faible. faible, doit être calquée sur le prix du gaz qui, lui, est devenu très cher. Donc les Français produisent de l'énergie pas chère, mais ils sont obligés de l'acheter eux-mêmes à un taux extrêmement fort. Et on voit que, par exemple, l'Espagne s'est un peu rebiffée contre ça Mhm. et a décidé justement de sortir du marché de l'économie. Du marché. De l'approvisionnement électrique. Donc, on peut voir, par exemple, l'ensemble des pays européens, Italie, France, Allemagne, qui sont restés sur le marché, Envol des prix. envolé des prix. Et bizarrement, en orange, si vous regardez la courbe orange, l'Espagne. C'est en mégawattheure. Donc on voit qu'il y a encore 3 ans, c'était en dessous de 50 euros pour le mégawattheure. Et qu'on est passé à 543. L'Espagne, en jouant après ces règles, elle a augmenté par 3. Mais là, pour l'Italie ou la France, c'est presque du x10. De 50 à 500 en moins de 3 ans. Donc, on voit vraiment que ça pourrait être une mesure, en fait. Oui, c'est les 3 pays qui ont l'augmentation continuent à faire cette politique commune sur l'électricité. Parce que si tu abaisses déjà les coûts d'énergie, Mhm. déjà, concrètement, dans les foyers, tu réduis euh, le chauffage électrique, Ce le n'est coût. plus prohibitif. Tu réduis aussi le prix de l'alimentaire, puisque Les forcément, coûts de production diminuent. voilà. Tu peux même être compétitif. Parce que, bah, en fait, comme les autres sur le marché européen, Mhm. tu produis des fruits et légumes beaucoup moins chers que les autres. Tu peux t'aligner sur les prix Mhm. en faisant une exception nationale Ouais. et tu rafles la mise. Exception nationale, ça y est, le mot est lancé. Hmm. C'est précisément contre ça que l'UE veut lutter. Pas d'exception nationale, un marché avec une Une politique libre commune. concurrence, c'est le maître mot de l'Union européenne. Alors, Oui, au lieu de se retirer de la politique européenne de l'énergie, le gouvernement va lancer une politique interne qui consistera à être sobre.
Et là, on Voilà, parle d'énergie. parce qu'en fait, c'est vraiment ça le problème, c'est vous êtes les responsables de cette situation. Ben oui, c'est qui? Le gouvernement? Non, non. Oui. Non, 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 vous, le peuple. Ah, nous, le peuple. Nous, le peuple. Éteindre les lumières, baisser le chauffage, des petits gestes pour éviter le gaspillage, c'est ce que préconisera le plan de sobriété énergétique du gouvernement chez les particuliers, mais également dans le monde du sport. Les clubs et collectivités devront diminuer de 50% l'éclairage des stades avant et après les matchs en journée et de 30% en soirée. Dans les gymnases, la température baissera de 2 degrés. L'eau des piscines, elle, diminuera d'1 petit degré. De quoi refroidir certains. Très mauvaise chose. Déjà que les enfants ont froid, là je pense que ce sera pire. Autre mesure phare, favoriser le covoiturage. Un bonus pouvant atteindre 100 € devrait être proposé aux nouveaux inscrits sur les plateformes. Bonne nouvelle pour les automobilistes. Bon, ça peut motiver les gens. Si on peut remplir la voiture plutôt que voyager tout seul, je pense que c'est très important. Enfin, le gouvernement souhaite montrer l'exemple. L'eau chaude sera coupée dans les bâtiments de l'administration, sauf dans les douches. L'indemnisation de télétravail des agents publics sera également revalorisée de 15%. Le gouvernement espère que cette mesure soit reprise au sein des entreprises privées. Objectif, diminuer les déplacements et le chauffage dans les bâtiments. Donc voilà. La solution, En direct sur Europe 1. c'est que vous arrêtez de consommer. C'est vous le problème, c'est parce que vous êtes des... Parce que vous ne savez pas consommer. Parce que vous ne savez pas consommer, vous ne savez pas quel est le principe de l'économie. Et c'est le gouvernement qui va nous l'apprendre. Donc, bon, là, on ne va pas la remettre, c'était le spot, mais pareil, il y a toujours cette infantilisation, en fait, du gouvernement. C'est jamais nous, c'est toujours vous. Alors que c'est une mesure concrète. Macron l'a mis, il peut en sortir comme il l'a mis, en fait. Oui, ça me rappelle les masques. Vous ne saveriez pas mettre un masque. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas mettre un masque. Et ensuite, on décide qu'il faut porter un masque. Là, on a Guérini qui essaye de défendre. Voilà, c'est un peu humoristique. On a décidé de la mettre. Elle est un petit peu hors sujet, mais c'est toujours plaisant. Cette séquence me fait énormément rire. Puis bouffer d'air frais. Réponse à la question de l'inflation. Elle est en train de décélérer. Elle est, voilà encore un fait, la plus faible d'Europe. Mais ouais, ça va bien l'inflation en France. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, les gens se sont chauffés pour pas cher. Il n'y a eu aucun stress sur l'électricité. Il n'y a pas un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour justement protéger les Français. Les Français se baladent dans les supermarchés puis remplissent leur caddie de tout ce qu'ils trouvent et ça cartonne. D'ailleurs, les salaires augmentent. Pardon, c'est un discours. Mais les gens rajeunissent même d'ailleurs. Non, super. comment ça se passe? Les morts ressuscitent. Non, mais il faut créer une religion à ce stade, monsieur Guérini. Non, mais monsieur Guérini, à ce stade, faut créer un nouveau monothéisme. Je vous laisse. Là, Emmanuel Macron, c'est un prophète. Il s'avère que moi, je suis. On doit apporter des réponses à la question de l'inflation. Elle est en train. Voilà, c'est pour étayer mes propos. Je pense que ça mérite d'être clair. Cette vidéo a tout à fait sa place. Olivia Grégoire propose... Ah oui, donc ça c'est l'actualité de cette semaine. Pardon, j'ai lu le titre. Olivia Grégoire propose des cours de cuisine contre l'inflation. La gauche a d'autres propositions moqueuses. Voilà, on en est là. Pour l'inflation, on va vous donner des cours de cuisine. Alors si ça c'est pas brasser du vent, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est du brasser du vent en fait. Du brassage de vent. Et il est là, il faut qu'ils montrent qu'ils sont dans l'action, il faut qu'ils montrent qu'ils maîtrisent, alors que... Il faut qu'ils montrent qu'ils ont des idées. Qu'ils prennent le problème qui sont mauvaises, en fait. Et dans le fond, le journaliste n'avait pas tort, hein, on rentre dans une religion, quoi. Voilà. Donc, on a les prix des fruits et légumes, comme on avait dit précédemment, hein, l'alimentaire qui a explosé. L'alimentaire fait partie justement des besoins vitaux, donc c'est l'un des premiers postes où on va voir directement la hausse des prix. Autant l'énergie, ça vient à la fin du mois, après 2 mois, mais la nourriture, pour la payer tout de suite, c'est pour ça que c'est très visible comme dépense qui augmente. Le temps et Mossad dit qu'il faut réduire les déplacements en jet privé. Ouais, bonne idée ça. Faudrait que le gouvernement fasse une vidéo pour encourager les personnes à moins utiliser des jets privés. C'est vrai.
Pour leur montrer la nécessité de la sobriété énergétique. Le prix des fruits et légumes ont bondi de 16% entre 2022 et 2023. Donc c'était seulement juste sur la simple année. En fait, les chiffres aujourd'hui disent que en fait, les fruits et légumes ont pris en moyenne 40%. Ce qui est énorme. Ce qui va aussi donner des problèmes de santé publique, en fait. Oui, parce que si on peut plus se nourrir se nourrir de produits frais, on va alors avoir toute une période où on va consommer des produits qui sont moins chers, moins bons pour la santé, donc on va tomber plus facilement malade. Et même se priver des produits, en fait, qui t'apportent certains bienfaits. D'abord, on va commencer par les ersatz, mais les produits de substitution. Oui, bon, c'est ça, un ersatz, c'est un produit de substitution. C'est ça. Donc, on va prendre d'abord le un peu moins bon, ensuite le pas bon, ensuite plus rien. Et donc, on va aller vers de nouveaux problèmes, justement, médicaux, comme tu as dit. Des personnes mal nourries, des personnes dans la santé fragile. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on continue à avoir manger 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, sur tous les spots publicitaires français. Là où les fruits et légumes ont pris 40% et que la plupart des Français une grosse partie des Français n'en consomment plus, tout simplement, parce que ça devient un produit luxe pour eux. Ouais. L'inflation de la viande, dont les prix a le plus augmenté. La viande, c'est pas simplement symbolique. On a remarqué réellement qu'il y avait une corrélation entre les zones où le prix de la viande augmente et les soulèvements et les manifestations qu'il peut y avoir dans des pays. Ça a été ça a été observé dans, par exemple, certains régimes soviétiques. Quand on essayait de rationner tout, quand on en venait à rationner et à augmenter le prix de la viande pour qu'elle soit absente, à ce moment-là, on avait remarqué qu'il y avait corrélation. Il y avait explosion des manifestations et des soulèvements. C'est pour ça que dans une partie du monde, on sait que la viande est censée être un produit auquel on ne touche pas. Il doit toujours être accessible. Et oui, je pense que là, on s'attend à quelque chose, si ça continue comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'il revoie leur leçon d'histoire, le gouvernement, parce que bon, les cours de cuisine, ça va durer un temps. Je pense que les gens vont réclamer du pain, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en 5e position, on trouve les viandes de mouton, d'agneau et de chèvre, qui ont pris 10,7% sur un an. C'est normal, c'est une viande qui est très peu consommée dans l'habitude alimentaire française. Donc c'est pour ça que ces produits-là n'ont pas trop pris. Vous allez voir que c'est généralement les prix les plus prisés qui ont subi le plus d'augmentation. La viande de porc se classe en 4e position avec un taux d'inflation de 11,5%. Le bœuf et le veau. Le prix de la viande du veau et du bœuf en 3e position ont augmenté de 13,3% en un an. La dernière fait partie des viandes les plus consommées en France. Viande séchée, fumée. On est sur en 2e position, donc voilà. Salé ou encore fumé, son prix a augmenté de près de 15,7% sur un an. Et le numéro 1, la volaille, qui a pris sur un an 17,9%, ce qui est énorme. C'est juste, il faut, ça paraît être juste des chiffres, comme on les annonce, mais dans les faits, c'est juste, enfin, moi je vois... 17% pour le poulet, 20% pour les légumes. Au final, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? Donc voilà un peu le sujet, comment on vous l'a présenté. Après, le problème, moi je te dis, c'est que ce qui me dérange, c'est que l'État français est responsable de son inflation, comme tout État. La BCE, bon, elle est complètement dans les choux. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont annoncé il y a 2 mois que l'inflation était derrière nous. On a vu même Bruno Le Maire, ce sacré Bruno, nous dire que l'inflation, on l'avait maîtrisée. Bon, comme il avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, mais bon, ça c'est... On commence à s'habituer aux effets d'annonce de Bruno Le Maire. Le problème, c'est qu'il crée la pauvreté, et après, on en revient un peu finalement au Resto du Cœur. Les gens, pourquoi les Restos du Cœur ont augmenté? L'inflation. L'inflation empêche en même temps les Restos du Cœur de faire leur fonction. Donc en fait, encore une fois, la réponse ne peut être que politique. Et ceux qui sont aux manettes
font pas les bonnes choses. Ils créent la pauvreté et après ils te font des plans, voilà, on va vous donner des cours de cuisine, sans déconner, c'est quand même le niveau zéro. C'est comme Alors que la mesure la plus simple, quand on voit, tu vois, sur les mécanismes de l'inflation, comment elle est provoquée, la mesure immédiate qu'il pourrait faire, sur laquelle il pourrait agir, ce serait vraiment sortir du marché global de l'électricité européen. Parce que l'Espagne a fait ça alors qu'elle n'avait pas peut-être la moitié des capacités françaises en termes de production d'électricité. La France pourrait faire ça, le faire vite, et ce serait extrêmement efficace comme mesure. Ça serait immédiat. Au moins, du côté français, il y aurait un vrai ralentissement. Et d'autant plus que là, ils ont annoncé cet été 10% d'électricité en plus. Et là, ils sont en train de dire, Bruno Le Maire, il a parlé l'autre jour, non, il y aura peut-être pas d'augmentation, enfin, je sais pas. Donc bon, les prévisions, on est en train de tabler autour de 20% d'augmentation en plus en janvier. Donc, ces augmentations d'électricité, comme on vous l'a dépeint, ça va jouer sur les consommations, contraintes des consommateurs français en direct, et sur les produits encore, et puis voilà, le mécanisme va continuer à évoluer. Donc ils peuvent faire autant de plans pauvreté aussi claqués au sol comme ils ont fait, ça changera rien en fait. Parce qu'en fait, ils maîtrisent pas, enfin, le problème peut être réglé en fait. Je vais pas dire après, il y a aussi l'euro, les conneries du fait qu'ils ont fait l'easy money pendant des années, le taux d'endettement, il y a tous ces facteurs à prendre en cause. Il y a aussi, comme on avait dit précédemment, la semaine dernière, la montée des BRICS, qui va venir mettre un coup. Donc en fait, la réponse, ça doit être immédiate. Mais c'est précisément pour ça que ce gouvernement est en place. C'est parce qu'il ne jouera pas contre l'euro. Ouais. C'est pour ça qu'il a été encouragé, qu'on a vu son apologie faite par plein de journaux. Donc finalement, tu vois, tous les sujets se coïncident. Ça va même sur le droit de manifester, tu vois. On va vite mettre des caméras avant que ça chauffe, quoi. Pour empêcher les gens d'aller se plaindre dans la rue pour demander du pain. Par exemple. Donc voilà, on va conclure sur ce sujet. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va prendre le temps de répondre à vos questions.